Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau plateau télé de Business Industrie, le salon de l'industrie présent à Dijon ce mercredi et ce jeudi 29 et 30 novembre. Nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Laurent Nicot, développeur d'affaires chez EDF Bourgogne-Franche-Comté, avec lequel nous allons parler décarbonation. Cet après-midi, nous avons pas mal de sujets relatifs à l'environnement. Vous allez le voir et on va commencer ensemble en parlant de décarbonation dans les entreprises, dans l'industrie en particulier. Ce plateau télé, vous pouvez le suivre en direct sur le site internet de l'événement, Business Industrie au pluriel-dijon.com. Il sera également disponible en replay sur le site quelques minutes seulement après que nous aurons terminé notre échange avec Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Patrice. Développeur d'affaires, je l'ai dit, chez EDF. Vous accompagnez les clients d'EDF, alors que ce soit des clients industriels ou tertiaires, sur les sujets d'efficacité énergétique. Et parmi ces sujets, il y a la décarbonation. Alors la première question, c'est très simple, c'est qu'est-ce que la décarbonation ? Bonjour à tous d'abord et merci de m'accueillir sur votre plateau. Alors en fait, la décarbonation, il faut revenir un petit peu aux enjeux climatiques pour bien les comprendre en fait. Donc si on rembobine un petit peu l'histoire, il faut remonter aux accords de Paris de 2015 qui ont fixé des objectifs très ambitieux pour le climat, pour tenir un objectif de réduction de température ne dépassant 1,5 degré. Donc aujourd'hui, on est conditionné par cet accord de Paris, donc qui a fixé des objectifs jusqu'à 2050 sur le net zéro. Donc il faudra obtenir effectivement zéro émission, c'est le solde en tout cas doit être de zéro émission. C'est le solde. On émettra mais on compensera. C'est ça, il faudra de la compensation également et donc c'est une ambition extrêmement forte qui va se traduire dans toutes nos activités de notre quotidien. Donc dans l'ordre d'arrivée aujourd'hui on peut citer les transports qui sont les plus émetteurs de CO2. Derrière on a le bâtiment, on a l'agriculture, l'industrie, le bâtiment, la production d'énergie. Donc tous ces secteurs effectivement par ordre de priorité vont tous devoir faire de gros efforts aujourd'hui pour se décarboner. L'industrie n'est pas le plus émetteur. C'est un élément qu'il faut qu'on ait bien en tête. Il est en troisième position. C'est à peu près 18-19% effectivement. C'est quand même 80 millions de tonnes de CO2 émises par an en France pour l'industrie. La moitié de ces émissions sont liées aux consommations d'énergie fossile. Donc c'est quand même un gros morceau. Et le reste, c'est sur le procédé industriel que l'on retrouve plus classiquement dans l'industrie. Donc en fait, les enjeux, il faut s'atteler à ces sujets de décarbonation. Alors, pour également se donner un petit peu de perspective, depuis 2000, on a regardé ce que l'industrie avait été capable de faire en termes de réduction de ses consommations et de réduction de baisse d'émissions. Et on a fait 15%. Donc, donc on est aujourd'hui pas du tout dans la trajectoire. La trajectoire qui nous a été fixée en 2015 pour l'industrie, c'est de les réduire de 80%. D'ici 2050. Moins 80% en 35 ans et il n'en reste plus que 25 à peu près. Donc gros effort à faire. En tout cas, c'est le message que vous adressez. Et ce message, vous l'adressez depuis EDF. Oui, alors pourquoi EDF ? Parce que vous êtes un producteur d'électricité au départ, c'est votre métier. Exactement. Pourquoi vous vous intéressez aujourd'hui d'aussi près et aussi fortement à ce sujet, notamment de la décarbonation ? Alors la décarbonation... effectivement, c'est l'ADN d'EDF parce qu'effectivement, on a un parc de production aujourd'hui d'électricité qui est le plus décarboné en Europe. En France, on a la chance d'avoir des émissions qui sont très bas carbone, qui sont à hauteur de 50 grammes de CO2 par kilowattheure d'électricité qui sont distribués sur le réseau en France. Donc, grâce au nucléaire. Grâce au nucléaire, à l'hydraulique, aux renouvelables. Donc on a effectivement beaucoup de chance de pouvoir s'appuyer sur un parc très décarboné par rapport à certains de nos voisins. Et donc cet avantage, il nous donne effectivement sur la consommation d'électricité
un petit plus. Par contre, on sait qu'aujourd'hui, pour faire baisser les émissions, il faut aller sur le transport, il faut aller sur les sujets qui sont fossiles. Et tant qu'on n'aura pas tordu le cou aux fossiles, en fait, on aura beaucoup de mal à décarboner et d'avoir des engagements avec de vrais résultats pour le climat. Cette stratégie autour de la décarbonation, comment EDF la déploie-t-elle? C'est de l'accompagnement des entreprises, de vos clients, en fait, de vos clients entreprises? Bon, comme je le disais, donc EDF, c'est dans notre ADN. Donc on a même construit une feuille de route qui guide toute la stratégie du groupe. Et aujourd'hui, c'est de construire un avenir neutre en CO2, conciliant la préservation de la planète, le bien-être et le développement grâce à l'électricité et aux solutions et services innovants que l'on peut proposer à nos clients. Donc, on fait bénéficier aujourd'hui de l'expertise interne du groupe EDF. On a de très très grosses activités au niveau de la recherche et développement également, donc sur tout un tas de sujets. On pourra évoquer les pompes à chaleur qui sont vraiment un sujet d'avenir aujourd'hui pour décarboner. On l'évoquera dans un petit moment. Et en fait, voilà, on s'appuie sur des réseaux d'experts chez nous qui travaillent ces thématiques depuis longtemps. Donc on traverse tous les sujets de l'efficacité énergétique déjà à l'intérieur de nos propres unités de production industrielle, parce qu'EDF est aujourd'hui un industriel majeur. Donc on a de l'expertise à faire valoir dans beaucoup de domaines et on se l'applique à nous-mêmes. Et donc l'idée, c'est de pouvoir aussi faire bénéficier de ces retours d'expérience et d'expertise à l'ensemble des clients français. Bien sûr. On va évoquer un peu plus précisément ce qu'est la décarbonation pour un industriel, pour une entreprise, et la manière dont vous intervenez à ses côtés. Vous avez donné un petit nom, vous avez créé une marque finalement pour la stratégie, en tout cas l'accompagnement des entreprises que vous amenez à décarboner. Ça s'appelle Décarbone, soyons simples. Exactement. Alors concrètement, comment ça se passe? Je suis un industriel, je m'interroge en tout cas sur les leviers qui pourraient être les miens pour décarboner mon activité. Je commence par quoi? Alors en fait, peut-être avant de répondre précisément à la question, c'est vrai que quand on s'engage dans la décarbonation, aujourd'hui c'est quelque chose d'assez flou pour beaucoup de monde, déjà de se représenter qu'est-ce qu'est une tonne de CO2, donc comment on matérialise tout ça, et puis surtout comment on la matérialise dans une entreprise, à son domicile, quand on prend sa voiture, quand on prend un train, quand on se déplace, quand on a des activités industrielles. Donc pour l'entreprise, l'idée c'est de s'organiser, bien entendu, de pouvoir se fixer un cap, de pouvoir fixer une stratégie à long terme. Donc il existe des bilans carbone, il existe tout un tas d'outils qui permettent aujourd'hui d'organiser cette prise de conscience et d'organiser tout ce qu'il va falloir mettre en œuvre en définitive, parce que c'est un processus qui peut être quand même assez long quand on voit qu'il faut réduire ses émissions de 80%. Bon, les 10, 20, 25 premiers pourcents, on va les trouver facilement. Il y a un moment où il y a un seuil au-delà duquel ça va être plus difficile de gagner des pourcentages. Voilà, là on commence à transpirer. Donc soit il faut des ruptures technologiques, il faut inventer des choses qui sont peut-être pas encore présentes, mais en tout cas, voilà, il faut essayer de prendre un peu de recul. De votre expérience, Laurent, des entreprises ont réussi à réduire de 80% leur consommation électrique. Alors moi c'est énorme. Moi j'en connais pas encore. Qui sont arrivés au bout. Celles qui ont l'avantage de pouvoir switcher très rapidement une grosse consommation de carbone, par exemple quelqu'un qui passerait toute sa flotte de véhicules thermiques en véhicules électriques, pour le coup il peut switcher quelqu'un qui a une compagnie de taxi ou quelqu'un qui peut zapper d'un seul coup. Donc dans l'industrie, c'est quand même pas le cas. C'est ça, c'est beaucoup plus difficile et c'est des investissements très longs. On va y revenir dans un instant. Alors, pour revenir à l'offre des carbones, effectivement, c'est un premier niveau d'accompagnement que l'on propose à nos clients. Donc, c'est pour les aider à faire cette première prise de conscience sur leurs émissions de CO2. Donc c'est quelque chose d'assez simple. On apporte une compétence clé, on apporte un expert qui va faire une traversée d'usine avec le client et qui va balayer en fait
la totalité des consommations énergétiques sur le site. Donc on passera en revue tout ce qu'on va trouver sur le site, l'éclairage, tout l'ensemble des utilités pour produire du froid, pour produire du chaud, de l'air comprimé, de la vapeur, sur des fours. Voilà. Donc on va faire cette traversée multitechnique en fait, qui va nous permettre de faire prendre conscience aux clients de ces enjeux. Des points durs, des points où il va falloir peut-être appuyer, ça risque de faire un petit peu mal. Et donc à travers cette première traversée d'usine, on va également auditer le potentiel de production d'énergie renouvelable, donc par rapport à l'installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation. Donc je ne vais pas dévoiler plus le sujet parce que j'ai un collègue qui va en parler dans un petit moment, il va vous expliquer tout ça. On va prendre en jeu également donc, tout ce qui est mobilité, parce qu'aujourd'hui on parle de la mobilité électrique pour les véhicules particuliers, mais la mobilité lourde arrive aussi sur les camions. J'étais encore à la R&D la semaine dernière, donc on est en train de tester pour des constructeurs nationaux d'ailleurs les camions électriques, les bornes de recharge électrique pour les camions, et ça arrive très très vite avec des solutions très intéressantes. Donc une fois qu'on a fait cette traversée d'usine, nous on travaille un peu de notre côté, donc on a fait beaucoup d'échanges avec le client et puis on synthétise tous ces éléments sous forme d'un rapport avec effectivement des potentiels de gains et des sujets sur lesquels on va pouvoir se positionner un peu prioritaire pour essayer de commencer à dessiner une feuille de route. C'est un véritable audit énergétique qui est fait. Alors, ou un audit light? C'est un audit light parce qu'on ne rentre pas dans quelque chose de très puissant au niveau d'études, d'engagement, de journées d'ingénierie lourde. C'est quelque chose qui coûte relativement peu cher pour une entreprise. Elle peut s'engager pour un budget de 1 700 € pour faire une traversée d'usine. Donc, 1 700 € forfaitaire, oui, c'est un forfait plutôt classique sur une taille d'entreprise moyenne. Après, bien entendu, il faut venir en discuter avec nous si le site fait 50 000 m², s'il faut se déplacer sur plusieurs journées, tout ça. Ça comprend une analyse des consommations de l'entreprise à ce stade-là? Oui, donc on regarde les factures, les dépenses, toutes les consommations entrantes sur le site, tout ce qui va être consommé en électricité, en gaz, en fuel, en carburant. Ça fait une petite partie du scope 2 qu'on appelle dans le bilan carbone certifié. Mais ça, c'est pas un bilan carbone certifié. Tout à fait. C'est pour ça que je vous demandais la précision. C'est effectivement pas un bilan carbone. On n'est pas à ce niveau-là d'expertise. Donc on peut le proposer. Mais on a une première approche. On peut le proposer dans un cadre d'une nouvelle offre qui va s'appeler, parce qu'elle est en train de sortir, donc Décarbone Expert, qui va permettre d'accompagner les sites industriels qui consomment un petit peu plus et là qui ont besoin d'un bilan carbone certifié ou qui ont besoin d'audits ISO 50001 ou d'audits énergétiques en termes de 16247 qui sont des audits obligatoires pour les entreprises qui sont plus de 250 salariés. Donc on a d'autres formes d'accompagnement. Donc là, on n'est pas sur un bilan carbone, on est sur le scope 1, c'est-à-dire les consommations du bâtiment, du process, les consommations d'énergie, des mobilités, mais pas sur les externalités de l'entreprise. Très bien. De cet audit débouchent donc des pistes de travail, vous nous l'avez expliqué, et un plan d'action derrière? Alors avec un plan d'action, donc on essaie de sortir dans l'audit effectivement les potentiels d'aide financière que l'on peut mettre en face des différentes thématiques. Donc ça permet d'aller chercher des certificats d'économie d'énergie, d'aller chercher des aides régionales qu'on peut avoir auprès de la région, de faire des appels à projets avec l'ADEME. Donc il y a des dispositifs en décarbonation qui sont liés aujourd'hui. Si on a un four industriel, de récupérer de la chaleur fatale à un endroit. Donc on peut avoir des investissements très très lourds et aujourd'hui qui amènent des temps de retour qui sont pas acceptable par un industriel, donc il faut absolument trouver des moyens de les financer et donc d'aller chercher ces aides. Donc il existe des aides et vous les connaissez. Donc vous êtes une bonne porte d'entrée pour les solliciter. On essaye de donner le coup de main et puis effectivement c'est du business également derrière pour également les filiales du groupe EDF. Le plan d'action, comment il va se construire ensuite? On priorise ces actions en fonction de l'importance du gain qu'elles vont permettre en termes de consommation ou de rejet dans l'atmosphère, en termes de coûts, de retour sur investissement. Il y a beaucoup de critères, il y a beaucoup d'éléments qui permettent de... Il y a des critères qui sont
multi-entrées en fonction du niveau d'investissement qu'il faut faire, parce que parfois il y a des choses très simples, il y a du comportemental. Et c'est ça peut être simple aussi, il faut le dire. Mais oui, parce que parfois, simplement quand on dit éteindre la lumière, mais reprogrammer un arrêt de machine ou anticiper, travailler plus en heure creuse qu'en heure pleine ou de faire un décalage sur un fonctionnement d'un process, il y a parfois des choses très simples qui font gagner beaucoup d'argent parce que le client il n'a pas l'habitude, il laisse tourner un moteur en veille, il laisse tourner un équipement et puis on s'aperçoit que quelques kilowatts fois 8000 heures par an, à la fin de l'année, c'est sensible. Donc on s'attache à travailler effectivement sur les talons de consommation. Et pour revenir au plan d'action, effectivement, c'est une discussion avec l'industriel qui va nous donner aussi, lui, sa trajectoire et on l'aide effectivement à faire rentrer les données, les contraintes liées à la décarbonation pour lui ouvrir les yeux sur des sujets qui peuvent être assez simples, pour dire on va aller récupérer ici une chaleur fatale et au lieu de consommer du gaz à un endroit, on va chauffer gratuitement un bureau, par exemple. Il y a parfois des choses assez simples à mettre en œuvre où on arrive dans le cadre d'un renouvellement d'équipement, on en profite pour choisir l'équipement qui va s'adapter au mieux à la situation. Est-ce que, j'allais dire, les équipes, les collaborateurs dans l'entreprise doivent être impliqués dans cette démarche, alors depuis l'audit jusqu'à l'élaboration du plan d'action? Et si oui, de quelle manière et à quel moment, selon vous? Alors effectivement, c'est important, comme on l'a dit, il faut un effet d'entraînement. Donc généralement, les entreprises qui sont lancées dans la démarche RSE, donc aujourd'hui, effectivement, des hommes ou des femmes qui sont déjà partie prenante dans l'entreprise et qui poussent ces messages de sobriété énergétique, qui ont des plans d'action qui commencent à s'inscrire sur leur ligne effectivement d'achat, d'approvisionnement, sur le fonctionnement interne de l'entreprise. Et c'est effectivement je crois que c'est primordial. Il faut effectivement que les hommes et les femmes qui travaillent dans l'entreprise aient une vraie une application, enfin qu'ils soient engagés en tout cas, et puis qu'ils aient vraiment conscience de leurs enjeux, et qu'ils aient envie d'y aller, parce que sinon ça marche pas. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples concrets avec plaisir d'actions que vous auriez accompagnées et menées dans des industries de la région? Oui, on a accompagné donc pas mal d'entreprises dans la région, un plasturgiste sur, je ne sais pas si on peut donner les noms, mais bon. C'est vous qui voyez, il n'y a pas d'obligation de les donner. C'est dans la région, un plasturgiste dans la région, il y en a. Un plasturgiste important qui fait partie d'un groupe industriel français, chez qui il y a 2 ans, on est passé par cet audit qui a mis en lumière plusieurs pistes, notamment d'abord sur l'air comprimé. Donc il y avait une très grosse centrale de production d'air comprimé qui était en fin de vie, donc il fallait renouveler des équipements. Donc l'air comprimé, c'est le plus mauvais équipement dans une industrie. C'est plus de 90%, ça fait de la chaleur. Le reste, c'est du pneumatique pour faire de l'air. Donc en fait, c'est des grosses chaudières électriques qui tournent et le client ne s'en rend pas compte parce que ça évacue beaucoup de chaleur. Et cette chaleur, elle est souvent pas exploitée, peu exploitée, mal exploitée. Donc notre travail, il a été effectivement de redimensionner complètement la production d'air comprimé en intégrant de la récupération de chaleur sur de l'eau. Donc on fait de l'eau chaude à 70-75 degrés et on est allé préchauffer la matière plastique, préchauffer les granulés avant de les travailler pour aller vers les presses. Donc ça engendre une valorisation de la récupération de chaleur en plus toute l'année. Ce n'est pas que pour faire du chauffage par exemple qui va fonctionner 6 mois de l'année. Là on valorise la récupération de chaleur 365 jours par an. Et c'est un client qui s'arrête jamais. Donc il s'arrête à Noël et peut-être jour de l'an, mais donc pour lui le bénéfice était total. Donc on a commencé cette action avec lui. Et puis de fil en aiguille, il nous a parlé de son froid, parce que pareil, il y a des gros équipements de production de froid. Il y avait sur 4 gros compresseurs, il y en avait 2 qui arrivaient en fin de vie. Et donc on a regardé sur la partie froid, donc les puissances étaient importantes, on avait plus d'1 mégawatt de puissance froid. Et là on a mis des installations, des nouveaux groupes froids avec récupération de chaleur intégrée, qui nous ont permis de produire de l'eau chaude à 55 degrés. Et l'hiver dernier, donc ça a été mis en route juste l'automne 2022, le client a pu passer l'hiver en arrêtant complètement sa chaudière gaz. Donc tout le site qui fait 12 000 m² a été chauffé avec la récupération de chaleur sur les groupes froids. Donc on mesure bien le double impact, c'est-à-dire la réduction de la consommation donc de la facture et la réduction de l'impact environnemental, puisqu'on a arrêté la chaudière qui brûle du fossile. Qui brûle du fossile, et avec les prix de gaz qu'on avait l'année dernière, c'était
là des temps de retour donc qui étaient une opération gagnante très vite. Qui était gagnante très vite quoi, sur des temps de retour inférieurs à 3 ans, voire 1 an et demi. Ça peut aller très très vite en fait. Et c'est ça, l'industriel se rend pas toujours compte qu'il a à portée de main parfois des gisements qui sont en fait facilement exploitables. C'est ce qui me marque le plus dans votre témoignage, c'est que ça relève presque du bon sens. Oui, et qu'on a laissé pendant des années s'échapper la chaleur, en l'occurrence, dont on a par ailleurs besoin. Exactement. Donc c'est du bon sens. Ça commence par là. Oui. Un autre exemple ? Un autre exemple, on travaille en ce moment, alors le projet n'est pas encore sorti, mais c'est un projet très intéressant sur des forges où il y a énormément de besoins de refroidissement. Et là, il y a des problématiques liées à l'eau, donc à l'environnement, parce qu'il y a du puisage d'eau effectivement sur des cours d'eau pour alimenter des tours de refroidissement qui fonctionnent encore avec de l'eau qui s'évapore beaucoup. Donc, énormément de consommation d'eau, soit de ville ou d'eau qui est puisée dans le milieu naturel. Donc aujourd'hui, les contraintes que l'on a eues les derniers étés font que les industries se sont retrouvées à un moment donné à être obligées de ralentir, vraiment mettre le pied vraiment à l'envers sur l'accélérateur là, parce que plus moyen de pomper de l'eau, donc de grosses problématiques liées à l'environnement. Donc là, on travaille sur une solution assez innovante également pour remettre une circulation de cette boucle d'eau de refroidissement sur des tours de nouvelle génération qui vont plus utiliser de l'eau perdue puisée dans la nappe. On va remonter cette boucle de température et mettre dessus effectivement aussi des pompes à chaleur, ce qui va nous permettre aussi de chauffer complètement l'usine. Donc il y a plus de 10 gigawattheures de gaz qu'on va pouvoir économiser. On va à la fois économiser l'eau qui sera plus prélevée dans le milieu naturel. Donc on sécurise complètement l'installation du client, même en cas de forte canicule et en cas de forte sécheresse. Et on va pouvoir décarboner également une grosse partie de ces consommations de gaz pour le chauffage des bâtiments. Donc gagnant sur tous les terrains, on le comprend bien, environnemental et aussi économique, performance économique. Et on entend bien que il existe aujourd'hui des solutions adaptées à tout type d'entreprise, à toute taille d'entreprise. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être un grand groupe industriel ou d'avoir un gros site industriel pour se poser ces questions et pour déployer ces solutions. Ça peut être une PMI. Oui, absolument. Absolument. On peut démarrer sur des installations avec des consommations très faibles d'énergie, mais il y a toujours des bonnes analyses à faire, des bons plans à faire et de se reposer toutes les questions en fait qu'on ne s'est jamais posées. Donc il faut le faire tout à chacun, même dans sa maison, de regarder ses consommations de base et pourquoi ça consomme. Et donc le bon sens, on y revient forcément. C'est clair. Pardon, je vous en prie. Ce que je voulais dire, oui, par rapport aux solutions aujourd'hui, la chance que l'on va avoir au niveau de l'industrie, c'est qu'on peut aujourd'hui mettre en place des solutions à base de pompes à chaleur qui permettent aujourd'hui de travailler de plus en plus haut au niveau des températures. Donc il y a une dizaine d'années, on était un petit peu bloqué sur du 60, 70 degrés. Donc progressivement, on est monté jusqu'à 100 degrés. Aujourd'hui, on a des sites qui fonctionnent en test, en R&D et chez des clients sur des températures jusqu'à 140 degrés. Donc on peut produire de l'eau chaude, de l'eau surchauffée, voire de la vapeur avec des systèmes de pompe à chaleur. Donc après, il faut se sourcer sur des sources de refroidissement qui sont liées dans l'usine, parce qu'on y va par palier, on y va par étage. Mais on peut aujourd'hui aller se projeter sur des gammes de températures qui sont... dans 80% des industries, on va retrouver ces gammes de températures. Si on est en fonderie et si on est sur des températures à 800 ou 1000 degrés, on ne saura pas faire. Mais pour la majorité des entreprises, aujourd'hui, quand on travaille sur des fluides en dessous de 150 degrés, on peut déjà répondre à beaucoup de demandes. Quelle est la demande aujourd'hui pour l'offre de solutions EDF Décarbone ? Vous sentez une forte augmentation de la demande industrielle ? Elle est due à la hausse des prix de l'énergie, ça a été un déclencheur ou simplement à la prise de conscience qui maintenant s'est bien installée des enjeux environnementaux ? L'offre a très bien démarré déjà avant la hausse de 2022, avant la crise en Ukraine. Nous, c'est une offre qu'on a sortie post-Covid. Et les gens ont beaucoup d'intérêt en fait aujourd'hui sur ces sujets-là parce que tout le monde est touché aussi à titre personnel. Enfin, tout le monde vit le changement climatique. Et aujourd'hui, c'est vrai que la chaîne
qui s'est mise en route aussi dans l'industrie, hein, avec les donneurs d'ordre, ceux qui vous passent des commandes, ceux qui demandent aujourd'hui des exigences environnementales sur vos produits pour qu'ils consomment moins d'énergie à la fabrication. Donc on le voit bien avec les différentes taxes aussi qui peuvent être mises aujourd'hui à nos frontières, sur les véhicules qui arrivent ou sur d'autres systèmes. Donc chaque entreprise aujourd'hui en France, toute PME, ETI, grande entreprise, commence à être concernée par ces enjeux. Donc forcément qu'il y a des attentes, il y a beaucoup d'attentes, voilà, de l'intérêt sur ces sujets. Après, il faut pouvoir enclencher les projets. C'est notre travail d'aider les entreprises, d'être en interface et de pouvoir aujourd'hui accompagner avec le groupe EDF et ses filiales, parce qu'on a des filiales de spécialité avec le groupe Dalkia, donc qui nous permettent d'intervenir voilà, sur de l'air comprimé, du froid, de la chaleur, de la mobilité, du solaire. Et tout ça pour faire, ce sera le mot de la fin si vous le voulez bien Laurent, de ce qui pourrait paraître comme une contrainte au départ, ou une difficulté ou un risque, d'en faire une opportunité. Vous avez vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, se poser la question de la décarbonation, enclencher une démarche, comme vous nous l'avez expliqué, d'audit, d'état des lieux, puis de plan d'action, c'est en réalité une chance pour beaucoup d'entreprises industrielles. Oui, franchement, je le pense. Et c'est vrai que je me suis noté une petite phrase là, avec mes collègues chercheurs qui nous ont dit, la décarbonation, c'est voilà, dans l'enjeu, il faut décarboner sans s'aborder. Et en fait, il faut pouvoir décarboner sans se saborder. Donc, il faut trouver ce chemin aujourd'hui qui peut parfois être un peu compliqué. Donc il faut y aller raisonnablement, intelligemment, avec effectivement... et bien entouré. Je pense aujourd'hui qu'il y a bien entouré. Oui, c'est important parce qu'on sent que tout le monde apprend en fait, même nous, hein, on apprend tous les jours, hein, les produits évoluent, les technologies évoluent et on n'est pas effectivement les seuls à savoir faire ça. Donc il faut rester sur son savoir-faire et puis pouvoir accompagner ses clients dans le meilleur, quoi, hein, voilà. Merci beaucoup Laurent, Nico, pour vos explications extrêmement claires sur la décarbonation. Merci de nous avoir suivis. Nous étions donc avec Laurent Nico, développeur d'affaires chez EDF Bourgogne-Franche-Comté, pour évoquer ensemble le sujet de la décarbonation. Prochaine table ronde, nous allons parler de photovoltaïque. Bon après-midi, bon salon.